Bienvenue à cette nouvelle exploration de notre blog audio. Pour mettre un peu la table aujourd'hui, on rappelle que cette série audio, c'est une initiative de Guarana. Absolument. Et Guarana, c'est une firme de consultants RevOps qui se spécialise vraiment dans un domaine fondamental, c'est-à-dire aider les petites et moyennes entreprises à créer des expériences clients remarquables. Tout ça dans le but ultime de maximiser leurs revenus. C'est ça l'objectif. L'idée derrière ce format audio précis, c'est de faciliter la vie des gens d'affaires. Faut se l'avouer, tout le monde court après son temps. S'asseoir pour lire une longue analyse de fond, c'est pas toujours évident. Ouais, le temps, c'est de l'argent, tu sais. Exact. Fait qu'on prend le contenu de pointe publié sur le blog de Guarana et on le transforme en discussion. Une discussion stratégique qui peut s'écouter en allant au bureau ou, je sais pas, en 2 rencontres. C'est super pratique. Et la mission d'aujourd'hui s'attaque à un morceau de taille. On va se baser sur un excellent article rédigé par Daniel Guimont, un consultant en stratégie avec plus de 20 ans d'expérience. Un très bon texte en passant. Vraiment. Et le but, c'est de comprendre comment créer un climat véritablement favorable à l'innovation lors d'une planification stratégique. C'est un sujet incontournable, surtout quand on approche des fins d'année fiscales. C'est la période classique où les équipes de direction s'enferment pendant 2 jours dans un hôtel. Dans une salle sans fenêtre. Exactement, en espérant que la magie opère et qu'une vision révolutionnaire émerge comme par magie entre 2 pauses café. Bon, décortiquons tout ça. Parce qu'il y a un paradoxe assez frappant dès le départ. On a dit que Guarana est une firme de RevOps. Par définition, c'est une approche fondamentalement axée sur les données, l'optimisation des processus, les revenus. Oui. Et pourtant, la première grande recommandation de l'article pour entamer une bonne planification stratégique, c'est de prendre les indicateurs clés de performance, les fameux KPIs, et de les jeter temporairement aux oubliettes. C'est radical. C'est facile à dire en théorie, mais soyons réalistes un instant. Quand le bonus de fin d'année de toute l'équipe de direction dépend directement de ces KPIs-là, comment on fait concrètement pour les ignorer sans créer une crise de panique autour de la table? C'est une excellente question. Et je te dirais que c'est la source numéro 1 de friction dans ces rencontres-là. Il faut ramener ça à la vue d'ensemble, à la fonction même de l'indicateur. Un KPI, par définition, ça mesure la performance du système que l'entreprise a déjà mis en place. Ça mesure le passé, au fond. C'est ça. Ça nous dit si on est efficace dans notre paradigme actuel. Le problème, c'est que si on garde le nez collé sur ces tableaux de bord pendant un exercice qui est supposé définir l'avenir, on se prive du recul nécessaire, on perd la perspective pour voir si on joue au bon jeu. C'est la fameuse analogie du marteau. Tout juste de l'acquérir, sans aucun biais cognitif ou attachement émotionnel au passé. Au bout de la ligne, c'est ce regard neuf qui permet aux idées de rupture de survivre, le fameux concept de «think out of the box». Si on prend des exemples classiques d'innovation majeure, Il y en a plein. oui, juste l'idée d'une encyclopédie gratuite écrite par des bénévoles à travers le monde, Wikipédia, ou mettre 10 000 chansons dans une poche de jeans avec le premier iPod, ou même l'idée de SpaceX de faire atterrir des fusées spatiales à la verticale pour les réutiliser. Des idées complètement folles au départ. D'imaginer le climat qu'il a fallu instaurer dans la salle de conférence initiale pour que ces idées-là ne se fassent pas assassiner à la seconde où elles ont été prononcées. Au stade embryonnaire, ces propositions devaient sembler absurdes ou même suicidaires financièrement. Et c'est exactement là que se trouve le piège du leadership. En affaires, on observe constamment cette dynamique toxique où les dirigeants veulent le résultat de l'innovation, mais refusent l'inconfort du processus. C'est-à-dire? Un patron va ouvrir la journée de planification en disant avec un grand sourire « Je ne veux aucune censure, sortez de vos pantoufles, toutes les idées sont bonnes. Le classique discours d'ouverture. » Oui, 15 minutes plus tard, face à une proposition qui bouscule un peu trop le modèle d'affaires, la même personne va croiser les bras et trancher. Soyons réalistes, on n'a pas les ressources pour ça. Et voilà, c'est terminé. Le message non-verbal vient de tuer le climat pour les 48 prochaines heures. Plus personne ne va prendre de risques. Ce qui est fascinant ici, c'est de comprendre qu'une bonne idée, ça arrive jamais toute faite. L'innovation, c'est un processus super brouillon. Ça part d'où en général? Ça commence par une observation qui mène très souvent à une très mauvaise idée. Mais cette mauvaise idée-là inspire un collègue qui la fait évoluer vers une vision un peu plus intéressante, mais irréalisable. Ensuite, une troisième personne intervient pour repenser l'exécution et là, on obtient un prototype viable. C'est un travail d'équipe. Oui, le rôle du leader dans une planification stratégique, c'est pas d'être le juge de la première mauvaise idée, c'est d'être le guide qui permet à l'équipe de traverser ce cheminement. C'est un peu comme un parent lors d'un long voyage en voiture.
Le pire leader, c'est la personne imbuvable qui demande sans arrêt « sommes-nous bientôt arrivés ?» à chaque détour de la conversation. Ce qui nous amène à une métaphore vraiment puissante dans l'article de Daniel pour illustrer cette dynamique. Créer un climat stratégique parfait, c'est fondamentalement la même chose que d'organiser un bon party. J'adore cette analogie. On peut réserver la plus belle salle, acheter la meilleure nourriture, mais on ne peut pas forcer l'ambiance. Se tenir au bout de la table de conférence et dire, sur un ton monocorde, « Est-ce que quelqu'un a une bonne idée? » C'est aussi inefficace et malaisant que d'arrêter la musique dans une fête pour crier aux invités « Je veux que vous ayez plus de plaisir ». Ça jette un froid immédiat. Ça crée juste un vide insoutenable. Et j'ajouterais une couche d'analyse à cette métaphore du party. Faut pas oublier la politique interne. Qu'on le veuille ou non, un exercice stratégique est toujours teinté de politique. Les dynamiques de pouvoir sont présentes. Même quand on dit qu'il n'y a pas d'hiérarchie pour la journée. Surtout quand on dit ça. J'ai déjà vu une session de planification pour une PME dérailler parce que le directeur des ventes a proposé une idée farfelue pour l'expérience client et le PDG a juste levé les yeux au ciel. Ouch! C'était subtil, une fraction de seconde, mais tout le monde l'a vu. L'attitude non verbale du leader est observée à la loupe. Si le leader juge trop vite, le party s'éteint. La consigne pour la haute direction, c'est de laisser le party évoluer. Faut tolérer le chaos avant de trancher à la toute fin. C'est là que ça devient vraiment intéressant, parce que pour que le party lève, il faut comprendre qui sont les invités sur la piste de danse. Et ça m'amène au sujet des personnalités. Faisons un petit clin d'œil au fameux livre « Surrounded by Idiots » qui est mentionné dans le texte. Comment notre type de personnalité influence la stratégie? C'est central. Pour structurer ça, l'article s'appuie sur le modèle DISC. C'est un outil d'évaluation psychologique très connu. On parle de 4 grands profils associés à des couleurs, rouge, jaune, vert et bleu. C'est pas de l'astrologie d'entreprise, là. Ce sont des comportements observables. C'est crucial de les comprendre car ces couleurs dictent comment l'information est traitée. Si on lit pas bien la salle, les meilleures stratégies vont juste s'écraser contre un mur. Mettons ça en pratique. Faisons un ping-pong sur ces profils-là en situation de leadership. Commençons par le rouge, le profil dominant. C'est une énergie débordante, un besoin d'action très rapide, quelqu'un d'axé sur les résultats qui veut que ça avance. Le piège pour le leader rouge, c'est d'imposer des décisions et de bousculer le groupe. Il veut tellement cocher la case décision prise qu'il va couper court au débat. Ça inhibe complètement la créativité des autres autour de la table. Ensuite, on a le leader jaune, l'influent. Eux, c'est le côté charismatique, hyper optimiste. Ils sont fantastiques pour vendre une vision et mettre de la vie dans le party. Ça soulève une question importante, par contre. Leur talon d'Achille, c'est l'optimisme toxique. Leur enthousiasme peut les pousser à fuir les mauvaises nouvelles ou les vrais défis techniques. Ils détestent l'inconfort, ce qui donne souvent à l'organisation une fausse impression de facilité. On passe au vert, la stabilité. Là, on parle d'empathie, de recherche d'harmonie, d'écoute. C'est souvent la colle humaine de l'équipe. L'harmonie, c'est bien. Mais le risque en stratégie, c'est de diluer les ambitions par un besoin excessif de consensus. Le vert déteste le conflit, donc il peut accoucher d'un compromis mou ou pire, résister passivement au changement pour éviter les vagues. Finalement, le leader bleu, le consciencieux. On note leur grande rigueur, leur perfectionnisme analytique. Ils aiment les données. Le danger ici, c'est la fameuse paralysie par l'analyse. À force de chercher le risque zéro, le bleu met en garde contre tout. Il y a un grand risque de rejeter des idées novatrices par simple peur de l'incertitude. Si ça ne rentre pas dans un tableau Excel préexistant, c'est non. Alors, qu'est-ce que tout ça veut dire au fond? C'est super de comprendre comment un leader agit, mais la majorité des gens dans ces rencontres-là sont des participants. Exact. Comment on utilise ces couleurs quand on n'est pas le leader, mais un simple participant qui veut faire passer une idée? L'article Daniel donne des conseils pratiques excellents pour s'adapter. D'abord, envers soi-même, si on est un participant rouge, par exemple. On fait quoi? On respire. Exactement. Faut ralentir le rythme. Le rouge a l'instinct de dominer la conversation. Pour que son idée soit acceptée, il doit poser des questions avant de conclure, se concentrer sur la résolution commune plutôt que sur le pouvoir ou flatter son propre ego. Et si on est jeune, celui qui a 1000 idées à la minute? Il faut canaliser son enthousiasme. Le jaune doit structurer ses interventions, une seule idée à la fois, et surtout, il doit accepter d'écouter les réserves des autres profils plus prudents sans les minimiser. Les détails techniques, c'est pas une attaque contre l'ambiance. C'est clair.
Le défi du participant vert est complètement à l'opposé. Oui, le vert a tendance à se taire pour pas faire de remous. Son devoir, c'est d'oser prendre la parole avec une confiance tranquille. Il doit axer ses arguments sur l'impact humain collectif de son idée et faire la paix avec le fait que le débat n'est pas une attaque personnelle. Et pour notre bleu, le participant qui arrive avec 50 pages d'annexes. Le bleu doit savoir s'arrêter. Faut qu'il accepte le concept du suffisamment bon. Au lieu de noyer le groupe de détails, il doit prioriser 3 à 5 éléments essentiels. Et quand il critique les idées des autres, il doit formuler ça de façon constructive. Au lieu de dire « ça marchera pas », il doit dire « voici comment on pourrait mitiger le risque ». C'est vraiment de l'intelligence émotionnelle appliquée. Et on peut utiliser ça pour vendre son idée à son leader aussi. Un rapide survol de la méthode pour convaincre son boss selon sa couleur. C'est la base de la survie politique. Ben oui, face à un leader rouge, il faut être direct et factuel. On parle de retour sur investissement immédiat. Face à un jaune, on utilise une histoire inspirante. On lui laisse de l'espace pour co-créer. Si le patron est vert, faut prouver que l'idée maintient l'équilibre de l'équipe et qu'on va accompagner les gens dans le changement. Et face à un bleu, on arrive avec une documentation hyper structurée et on lui montre qu'on a déjà anticipé les failles du plan. En somme, pour synthétiser tout ça, la planification stratégique ne doit vraiment pas être une obligation ennuyeuse. Le message central, c'est qu'il faut jeter ses pantoufles stratégiques. Il faut accepter les personnalités diverses autour de la table et oser aborder ce qui est inconfortable ou carrément loufoque. C'est cette friction entre les profils qui produit l'étincelle de l'innovation. Absolument. J'aimerais d'ailleurs soulever un dernier point de réflexion en guise de conclusion. On a beaucoup couvert comment les leaders agissent naturellement et comment les participants doivent s'adapter pour survivre et vendre leurs idées. C'est vrai. Cependant, l'article contient une section entière extrêmement tactique qu'on n'a pas encore abordée. C'est la question inverse. Comment un leader doit-il s'ajuster pour faire briller spécifiquement chaque type de participant? Ah, ça c'est un autre niveau. Oui. Comment, en tant que patron, tu réussis à extraire une idée de génie d'un employé vert qui est très silencieux? Ou comment canaliser intelligemment un employé rouge qui veut prendre toute la place lors du parti stratégique sans briser son élan? C'est de la haute voltige managériale. C'est l'art d'être un véritable chef d'orchestre. Et ça, j'invite quiconque qui écoute à découvrir la réponse à cette question précise en allant lire l'article complet de Daniel Guimont. C'est sur le blog de Guarana et on a mis le lien directement dans la description de l'épisode. De cette discussion-ci, je veux dire. C'est une lecture qui vaut le détour pour la prochaine retraite exécutive. Tout à fait. Sur ce, merci d'avoir été avec nous pour cette exploration et on souhaite à notre auditoire un excellent et très productif party stratégique.